Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'interroger sur comment Bismarck a piégé la France. La déclaration de guerre de Napoléon III arrive sur le bureau de Otto von Bismarck le 19 juillet 1870. Celui-ci se dit profondément affligé. En réalité, il jubile. Le piège qu'il a tendu à Napoléon III a parfaitement fonctionné. L'empereur français apparaît aux yeux du monde comme l'agresseur. Personne ne peut alors imaginer que l'Empire français n'a plus que 45 jours à vivre, et sa chute aura un nom, Sedan. Vous voulez en connaître plus sur la capitulation de Napoléon III? Venez avec moi. Depuis 1866 et l'écrasement de l'Empire d'Autriche de François-Joseph Ier de Habsbourg, lors de la bataille de Sadova, deux puissances continentales se disputent la primauté européenne, la France et la Prusse. La première entend conserver une place retrouvée suite à la guerre de Crimée. La seconde avait un objectif plus dynamique, réaliser autour de sa couronne l'unité allemande. Pour y parvenir, rien ne valait un conflit armé, qui serait d'autant plus fédérateur qu'il mettrait aux prises la nation germanique à un de ses ennemis traditionnels. Dans toute l'Allemagne, Napoléon III était l'héritier de Napoléon Ier. Dès 1852, Frédéric Guillaume IV, prédécesseur de Guillaume Ier, avait proposé aux alliés de 1815 une alliance défensive pour contrer le successeur de Napoléon Ier. Ni la Russie, ni l'Angleterre, ni même l'Autriche ne l'avaient suivi. Otto von Bismarck encourage le ressentiment anti-français en faisant barrage aux ambitions françaises sur la rive gauche du Rhin. Napoléon III n'ignore pas les intentions de Bismarck et de Guillaume Ier, mais depuis plusieurs années, sa santé fragile et sa mélancolie, ajoutées au sentiment de puissance qui avait donné les succès extérieurs, l'ont entraîné à commettre des erreurs et se priver d'alliés. L'Angleterre ne pardonne pas les revendications territoriales. L'Italie ne souhaite pas mettre en péril sa jeune unité pour secourir un allié qui l'avait déçu dans le passé. La Russie n'oublie pas la crise de Crimée. L'Autriche reconstitue ses forces et ne pardonne pas à Napoléon III l'abandon de Maximilien Ier, empereur du Mexique et frère de l'empereur d'Autriche. En 1868, dans l'anticipation de l'affrontement avec la Prusse, Napoléon III organise une réforme de l'armée française. Les protestations des notables et la grogne de la paysannerie envers les réformes encouragent le corps législatif à modifier le projet pour conserver l'ancienne organisation. Nous sommes obligés de voter la loi, puisque l'empereur le veut, déclare un député. Mais nous l'arrangeons de telle façon qu'elle ne pourra pas servir. L'armée française ne fut donc que peu modernisée, elle conservera les caractéristiques générales du Premier Empire. En 1870, Napoléon III, 62 ans, était rongé par la maladie de la pierre, qui lui causait d'atroces douleurs. Était-il encore apte à gouverner? Sans doute aurait-il pu passer le flambeau à une régence préparant l'avènement du prince impérial. Eugénie révéla plus tard que l'abdication du couple en faveur de Napoléon IV avait été fixée à l'année 1874. Mais pour l'heure, l'empereur savait que son régime tenait surtout par sa personne et qu'il était le meilleur arbitre des luttes internes entre les progressistes et les conservateurs. Il préférait souffrir en silence, combattre la douleur avec de l'opium et tenter de garder le contrôle des choix politiques lors des périodes d'accalmie. Laisser le pouvoir à l'impératrice a été un coup d'arrêt à la marche des réformes. Les élections de 1869 ont confirmé la progression des républicains. L'expansion économique avait apporté la prospérité à une partie seulement de la population. Elle avait été aussi augmenté le nombre des ouvriers, catégorie très perméable aux idées républicaines. Napoléon III était convaincu que l'Empire ne se maintiendrait qu'en se réformant. En mai 1870, l'empereur retrouva son chiffre. Avec 7 300 000 louis, le peuple confirme son adhésion à sa personne et au pouvoir impérial. Partout, les scores obtenus par les candidats officiels en 1869 sont améliorés. Ce plébiscite fut un triomphe. Le soutien de la nation à Napoléon III pouvait être considéré comme un réel, tant la participation avait été forte et les conditions de déroulement du scrutin régulières. Le succès du plébiscite de 1870 ennuie profondément Bismarck. Le régime de Napoléon III en sortait renforcé et la nomination du duc de Gramont au ministère des Affaires étrangères signifie que la France privilégie l'alliance autrichienne. En effet, Gramont avait été ambassadeur à Vienne et n'avait jamais caché son hostilité à la Prusse. Il fallait donc que le conflit éclate au plus vite. Il manquait un prétexte, il arriva bientôt et le chancelier montra à cette occasion son génie diplomatique. En Espagne, la reine Isabelle II avait été chassée du pouvoir, laissant le trône vacant.
Le 3 juillet 1870, le prince Léopold de Hohenzollern, lointain cousin du roi de Prusse, accepte de poser sa candidature à la couronne d'Espagne. À Paris, l'opinion et la presse s'enflamment. Il ne pouvait être question de laisser se reconstituer l'empire de Charles Quint et de laisser la puissance germanique encercler de nouveau la France. Le prince Charles-Antoine de Hohenzollern, ancien ministre-président du royaume de Prusse, fait comprendre à son fils que son avènement pourrait être un casus belli. Léopold de Hohenzollern renonce à la couronne d'Espagne, mais Napoléon III demande au roi de Prusse une renonciation formelle, prétestant que le roi Carol de Roumanie, frère cadet de Léopold de Hohenzollern, était monté sur le trône de Roumanie malgré une première renonciation. Otto von Bismarck établit un résumé d'une communication de son roi, sciemment modifié par Bismarck pour provoquer la France, chose qui fonctionne à merveille, puisqu'elle enflamme l'opinion publique et la France commence à mobiliser son armée. La Prusse fait de même et en profite pour rassembler les États allemands du Nord. Le 19 juillet, la France déclare la guerre à la Prusse. La guerre impériale fut de courte durée. Napoléon III avait par devoir et nécessité politique décidé de prendre le commandement de l'armée. Accompagné du prince impérial, il quitte Saint-Cloud pour Metz le 28 juillet 1870. Physiquement et techniquement incapable de diriger la manœuvre, il ne fut qu'un spectateur impuissant de la déroute. Il ne put non plus avoir de prise sur les événements parisiens. Le vainqueur de Pékin, le général Cousin Montauban, comte de Palikao et une cohorte bonapartiste tentent de maintenir le pouvoir impérial. Leurs efforts pour alerter et convaincre d'autres puissances d'entrer en guerre contre la Prusse furent vains. En Alsace et en Lorraine, l'armée française ne connaît que des défaites. Napoléon III décide de reformer une armée à Châlons. L'impératrice lui déconseille de rentrer à Paris et il prit la direction du nord, en longeant la Meuse. Le 1er septembre, son armée était encerclée à Sedan. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'empereur décide d'arrêter les combats et se rend aux Prussiens avec 84 000 hommes. Négocié dans les pires conditions possibles, celle d'une guerre civile en France, le traité de Francfort achève une véritable descente aux enfers de la diplomatie française, qui a commencé en réalité avec la guerre elle-même. Après la défaite de Sedan et la chute du Second Empire, les responsables de la République, dont le ministre des Affaires étrangères, Jules Favre, échouent dans leur premier pourparlers avec Bismarck, qui leur fait entrevoir d'emblée la perte de l'Alsace et la Lorraine. Échec de la mission diplomatique d'Adolphe Thiers dans les grandes capitales européennes, lorsqu'il attire l'attention sur toutes les infractions au droit international commises par les Prussiens. L'Europe laisse faire le siège et les bombardements de Paris sans dire mot. Les préliminaires de paix prévoient la perte du nord, de la Lorraine et de toute l'Alsace, mais sans Belfort, tandis que la France devra verser 5 milliards de francs d'or en 3 ans. La ratification du traité par l'Assemblée réunie à Bordeaux, suivie de l'entrée des troupes allemandes à Paris, sont parmi les causes de la Commune. Mais le 18 mars, l'insurrection éclate à Paris. Le ministre des Affaires étrangères doit quitter ses bureaux en catastrophe, emportant le maximum de dossiers. Les services s'installent dans quelques salles du château de Versailles. Le gouvernement français s'efforce de suivre la négociation du traité en même temps qu'ils affrontent la Commune. Voulant profiter de ce climat de guerre civile et de défaite, Otto von Bismarck accélère les négociations pour en tirer un maximum d'avantages. À Bruxelles, les plénipotents français négocient le moindre détail du futur traité pour en atténuer les effets. Tracé de la nouvelle frontière, notamment autour de Belfort, sort des populations, conditions de l'occupation, clauses financières, etc. Tandis que les communards contrôlent Paris. Chacun se demande, en France et en Europe, si l'exécutif dirigé par Thiers tiendra longtemps ou s'il sera renversé par les révolutionnaires. Bismarck menace même de faire intervenir l'armée prussienne contre la Commune s'il estime que le gouvernement français est incapable d'en venir à bout. Le chancelier de l'Empire allemand entend tirer avantage de cette situation désastreuse pour conclure le traité au plus vite, avant que Thiers n'ait repris le contrôle de Paris. Estimant que les discussions sont trop lentes à Bruxelles, il convoque les plénipotents sur le sol allemand et impose un ultimatum. Thiers envoie le ministre Jules Favre à Francfort où Bismarck l'oblige à conclure et à signer le traité dès le 10 mai. Comme on l'a vu, au terme de 45 jours de guerre, l'empereur Napoléon III se rend au roi de Prusse Guillaume Ier à la tête d'une armée de 100 000 hommes. Cette capitulation de la dernière grande force professionnelle française, encore libre de ses mouvements, est un désastre militairement,
Politiquement une catastrophe. La mort directe d'un régime. Celui de Napoléon III. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien. Et sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.